de Curie Paris. Moi, je vais commencer mon topo en vous parlant de la période dans laquelle finalement l'hormonothérapie vous est prescrite, ce que nous on appelle la période du post-traitement, qui est une nouvelle période qui va nécessiter des nouveaux repères pour vous à trouver, avec un long travail d'adaptation psychique, alors que on entend dans nos consultations qu'il y a encore des effets secondaires des traitements, avec qui vient se confronter à une injonction un peu à ce qu'on appelle le retour à une vie normale. Ce qui peut arriver à ce moment-là, c'est un peu un décalage de vécu entre ce que vous traversez et les personnes qui vous entourent, votre entourage, vos amis, le milieu professionnel, etc. Dans cette période, nous, on observe qu'il y a des mouvements de détresse qui peuvent arriver, des émotions nouvelles qui ne sont pas forcément exprimées au moment du parcours médical et qui sont tout à fait légitimes et qui arrivent en fait à ce moment-là. Et puis, il y a les idées autour de la récidive qui émergent également. Et finalement, la prescription de l'hormonothérapie, elle se fait à ce moment-là. Donc, ça fait beaucoup à gérer finalement. Yes. Alors, pour cette conférence, et puis nous, ce qui nous intéresse pour nos patients à l'Institut Curie, c'est ce qu'on appelle la santé sexuelle. Donc là, je vous ai mis la définition de l'OMS. La santé sexuelle, c'est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social associé à la sexualité. Et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est qu'elle ne consiste pas uniquement en l'absence de maladie ou de dysfonction. Ça veut dire que avec nos patients, pour ceux en tout cas qui le souhaitent, on va prendre en compte la réalité médicale et leur permettre, autant que possible, d'accéder à quelque chose de satisfaisant autour de la sexualité et de l'intimité. La définition, la suite de la définition, donc la santé sexuelle nécessite une approche positive, respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, et la possibilité d'avoir des expériences sexuelles qui apportent du plaisir en toute sécurité et sans contrainte, discrimination ou violence. Alors finalement, quelle est la trajectoire sexuelle au cours du traitement et après ? Ce qu'on observe et ce qu'on entend, alors c'est un peu des généralités là que je vais vous dire, mais ce qu'on entend dans nos consultations, c'est qu'il y a une fluctuation selon les étapes du parcours de soins. Au moment du diagnostic, souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a un vécu émotionnel qui est très intense, qui va laisser peu de place à la question de l'intimité et de la sexualité. Au cours du traitement, on observe que les patients vont être plutôt focalisés sur la traversée des traitements avec la gestion des effets secondaires et ils vont tenter de maintenir une certaine homéostasie dans leur vie personnelle et ou professionnelle. Au moment de la chirurgie, on entend une réémergence de ces questions relatives à l'intimité et la sexualité, notamment en lien avec l'image de soi, de comment on va être regardé finalement dans le regard de l'autre. Et puis, quand il y a un couple, il n'y a pas forcément un couple, mais comment mon partenaire va me regarder. Et en post-traitement, cette question, elle réémerge parce qu'il y a eu tout un tas d'étapes avant qui sont derrière. Et cette question, elle intervient à ce moment-là. Alors, bien sûr, il y a les impacts physiques et l'impact émotionnel de la maladie, des différentes étapes, mais il ne faut surtout pas négliger les aspects psychologiques. Alors, tout ce qui va être syndrome anxio-dépressif, perte de confiance en soi, etc. Alors là, je vous ai mis un schéma qui vient des références qu'on a fait. Alors, très brièvement, pour vous dire que la maladie, les traitements, ça va venir impacter chaque étape de la réponse sexuelle. Donc, dans un premier temps, tout ce qui va être autour du désir. Donc, on entend beaucoup, nous, les patients disent plutôt qu'ils ont une baisse de libido. Donc, nous, ce qu'on appelle le trouble du désir, qui va être impacté. Après, il va y avoir tous les troubles physiologiques avec notamment une sécheresse vaginale, des perturbations des rapports avec parfois des douleurs et enfin une dysorgasmie avec une difficulté à accéder aux orgasmes. Finalement, il y a 3 dimensions principales, donc le désir sexuel, comme je l'ai dit, l'intérêt pour l'activité sexuelle, le fonctionnement sexuel, c'est-à-dire l'excitation sexuelle, la fréquence des rapports et pouvoir accéder à l'orgasme. Et enfin, la satisfaction sexuelle, l'appréciation globale de sa vie sexuelle.
Je vous ai mis en référence l'étude Vican 2 et 5, qui est une étude qui a interrogé des patients 2 ans et 5 ans après la maladie, et notamment sur les questions de l'intimité. Les résultats montrent qu'il y a une baisse à la fois des fréquences des rapports, une baisse de libido et enfin une difficulté à atteindre l'orgasme. Alors, concernant l'hormonothérapie et la sexualité, c'est toujours important, il me semble, de recontextualiser et de prendre en compte les aspects psychologiques. Moi, quand je rencontre les patients en consultation et qui ont une prescription d'hormonothérapie, je regarde quand même toujours comment s'est passé le parcours de soins globalement, comment ils l'ont vécu, comment ils l'ont traversé. Les difficultés intimes et sexuelles, est-ce qu'elles sont en lien avec d'autres facteurs finalement? Fatigue, image du corps, ménopause. J'ai oublié de l'inscrire, mais évidemment, communication. S'il y a un couple, comment ça se passe relationnellement? Les effets secondaires qui sont semblables à la ménopause, comment c'est vécu, par exemple, par les patientes? L'idée de la ménopause, symboliquement, qu'est-ce que ça leur renvoie? À quoi ça les renvoie? Finalement, comment on va accompagner les difficultés intimes et sexuelles? Alors, à toutes les étapes du parcours, évidemment, c'est important de s'y intéresser tôt, mais ça va dépendre, bien sûr, de la temporalité psychique du patient. Il ne s'agit pas d'aller brusquer quelque chose alors que psychiquement, vous n'êtes pas encore à ces questions. Et à la fois, c'est à la fois à vous de venir nous chercher là-dessus et à la fois à mes collègues médecins, notamment, de pouvoir s'y intéresser auprès de vous. On va toujours prendre en compte la trajectoire sexuelle et l'histoire sexuelle du patient, c'est-à-dire comment c'était finalement avant la maladie. Il se peut que la maladie, elle vienne accentuer des éléments qui étaient en fait présents avant la maladie. Donc, c'est toujours important de regarder globalement ce qui s'est passé pour le patient. Bien sûr, on prend en compte les autres domaines de la vie du patient, les aspects physiques, l'état psychologique, est-ce qu'il y a souffrance, l'image du corps, l'estime de soi, comment le patient se sent soutenu également, et des autres préoccupations individuelles. Alors, quelques mots de synthèse. La sexualité, elle repose sur des dimensions biologiques, psychologiques et environnementales, c'est-à-dire qu'il va y avoir une interdépendance entre ce qui se passe dans le corps, comment je le vis sur le plan plus psychique, et d'où je viens, quelle est mon histoire, quelle est ma culture, etc. Nous, ensemble, on va travailler autour des changements qui vont être induits par la maladie, les traitements, le parcours médical en lui-même. On va venir également légitimer des affects négatifs qui sont tout à fait adaptés à la situation, en lien avec l'impact de la maladie et des traitements. Je me répète un peu, mais à nouveau, on prend en compte l'histoire globale du patient et ou du couple, s'il y a couple. L'idée, c'est d'informer, de prévenir les patients autour des difficultés intimes et sexuelles en lien avec les traitements et l'hormonothérapie, car il y a un enjeu, tu l'as un petit peu dit, Olène, l'enjeu, ça va être de l'adhésion et du maintien dans le temps de ces traitements. Et enfin, j'insiste parce que c'est vraiment important, il peut y avoir une dysfonction sexuelle ou quelque chose qui ne fonctionne pas de la même manière qu'avant, sans que ça suscite une détresse psychologique chez les patients. Et enfin, notre travail, c'est aussi d'orienter selon les besoins. Voilà, on a un parcours de santé sexuelle qui est en route à Curie et on travaille avec d'autres professionnels. Et l'idée, c'est de pouvoir orienter selon les besoins de chacun. Merci. Et je te laisse la parole, Silène. Merci Solène. Donc moi je suis Silène Delorme, je suis infirmière sexologue et donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'on a déjà vu, mais on comprend par ce qui a été dit à la fois par Olène et à la fois par Solène que finalement il y a plein d'impacts sur la sexualité qui viennent d'éléments différents. Tous les effets secondaires des traitements, de la maladie, du vécu, de l'histoire de vie, tout ça, ça peut avoir un lien sur le vécu de la sexualité au cours de la maladie. J'ai choisi de m'attarder sur 2 exemples de ce qu'on peut mettre en place concrètement et sur des exemples qui reviennent le plus souvent pour les patientes qui sont sous hormonothérapie comme perturbation sur la sexualité. Le premier, c'est ce qu'on appelle le SGUM. Alors ce mot qui est très bizarre veut dire le syndrome génito-urinaire lié à la ménopause. Le SGUM, en fait, c'est
un ensemble de symptômes vulvo-vaginales avec des conséquences sexuelles qui vont se manifester et qui vont avoir des répercussions dans un vécu parfois douloureux, parfois un relationnel qui peut être impacté, une image de soi difficile. Et du coup, on va l'accompagner et le traiter. Un des premiers traitements de cette douleur, qui peut être une douleur au moment des rapports, des activités sexuelles liées à la pénétration ou non, ça va être d'utiliser du lubrifiant au moment des rapports sexuels, encore une fois qu'il y ait pénétration ou non. Le lubrifiant, il faut que ça devienne le meilleur ami, votre nouveau meilleur ami pour les rapports sexuels. L'idée, c'est de supprimer tout risque de douleur et d'utiliser un lubrifiant qui vous convient, qui soit agréable pour vous. Il existe plusieurs types de lubrifiants, plusieurs textures, plusieurs marques. Il y en a pas un qui est mieux que l'autre. L'idée, c'est d'utiliser quelque chose qui soit le plus neutre possible, sans effet chaud-froid ou sans parfum, parce qu'il y a vraiment des risques d'irritation. Et sur une muqueuse qui est déjà perturbée, on va éviter de l'agresser. Et donc, on va, grâce au lubrifiant, améliorer les sensations liées aux caresses ou à la pénétration au moment du rapport. Donc, ça va vraiment avoir une action momentanée au moment du rapport. Sur le long terme, sur le traitement au long terme de ces sensations de sécheresse vaginale, de douleur, d'irritation vulvaire, on peut utiliser des hydratants. Alors, ce sont des hydratants spécifiques qui sont souvent à base d'acide hyaluronique ou parfois à base de vitamine E, par exemple. Et ces hydratants, c'est des crèmes ou des gels ou des huiles qu'il va falloir appliquer régulièrement sur le long terme. Au début, à l'introduction de ce traitement, on proposera de l'appliquer en massage sur la vulve et à l'entrée du vagin une fois par jour. Et puis après, vous pouvez diminuer l'application de ces hydratants à tous les 2 jours, puis tous les 3 jours, et vraiment l'utiliser en entretien et évaluer les symptômes, les retentissements de la sécheresse sur le quotidien. Et donc, il faut le voir, cet hydratant, comme une crème de jour que vous mettrez sur votre visage, mais là au niveau de la vulve et du vagin, pour aider la peau et les muqueuses à être plus repulpées, retrouver l'élasticité, retrouver une meilleure hydratation. En complément, pour justement agir sur les douleurs et sur la lubrification naturelle, on peut être aidé par de la kinésithérapie avec de la rééducation à la fois au niveau du schéma corporel général, du plancher pelvien, du bassin, et à la fois au niveau vulvaire vaginal. Et pour ça, c'est des kinés qui sont spécialisés et formés à la rééducation pelvie-périnéale. Et donc, je vous ai mis 2 noms de réseaux qui collectent des noms de kinés formés à ces approches-là. Donc, il faut que ce soit prescrit par un médecin et après, vous pouvez rencontrer une kiné spécialisée pour agir sur les douleurs pelviennes. Un deuxième exemple que j'ai souhaité développer, c'est d'agir sur la baisse du désir. C'est vraiment quelque chose qui est ramené très régulièrement. On en a entendu parler juste avant. À avoir en tête que, en fait, le désir, il n'est pas spontané et il faut qu'il y ait des conditions qui soient réunies pour que le désir il puisse se manifester et être aussi entendu et ressenti par la femme. Donc, tout ce que vous voyez, la grande liste, et qui en plus n'est pas exhaustive, c'est tout ce qu'il faut réussir à mettre en place pour que
le désir soit permis. Et finalement, le désir, il peut se travailler, il peut se provoquer, se cultiver pour venir progressivement et revenir. Donc ça demande de mettre en place des actions. Dans ces actions, une des actions, c'est finalement se questionner. Et donc, je vais vous dire après on peut vous accompagner. Hein. Solène l'a dit aussi avec les consultations de psycho-oncologie. Il y a d'autres choses, mais là, c'est des pistes de réflexion que je vous propose, de se demander quelle forme de désir je peux ressentir, comment ça se manifeste dans mon corps, par quoi ça se traduit, pour pouvoir y être attentive. Ça peut aussi se demander, qu'est-ce qui me manque finalement là, ou qu'est-ce qui me manque pas, mais de quoi j'ai envie ou de quoi j'aurais besoin, soit seule, soit avec mon partenaire. Est-ce que c'est passer du temps ensemble? Est-ce que c'est ressentir des choses nouvelles, des sensations nouvelles dans mon corps? Est-ce que c'est se retrouver parce que finalement on s'est éloigné et il y a quelque chose qui est perdu dans la relation? Est-ce que c'est retrouver une forme de contact corporel même s'il n'y a pas de sexualité? Voilà, par quel chemin on peut retrouver cette forme de connexion à la fois à soi-même et à la fois au partenaire s'il y a un partenaire ou une partenaire. Et puis quelques pistes pour voir comment on peut agir sur le nourrir ce désir. Qu'est-ce qui peut me donner des idées et me mettre sur la piste de et si ça pouvait arriver? Alors, l'exploration des sensations corporelles, l'exploration du mouvement, peut-être par la danse, le yoga, des massages, des sensations agréables dans le corps. Comment on fait pour retrouver du plaisir en dehors de la sexualité? On va beaucoup travailler en tant que sexologue sur des actions non sexuelles. Et c'est ça qui peut paraître paradoxal, mais finalement, la sexualité, elle est tellement implémentée dans la vie que parfois, il faut prendre des chemins détournés pour améliorer la sexualité. Il faut passer par une période où on ne cherche pas à avoir de la sexualité. Donc on va aller explorer, on va aller travailler sur d'autres terrains en dehors de la sexualité, mais finalement qui vont progressivement nous mener à un cheminement pour agir sur une santé sexuelle plus confortable. On peut, pour travailler sur l'envie, travailler sur les pensées. Qu'est-ce qui pourrait m'aider à imaginer des choses qui me fassent du bien? Comment je peux me créer des nouveaux fantasmes, imaginer des nouvelles histoires? Parfois, on peut aussi s'aider et s'inspirer par des lectures érotiques, par des podcasts, par des films. Il existe vraiment plein de supports qui peuvent être utiles. Quand il y a les émotions qui s'en mêlent, comment je peux travailler sur ces émotions? Parce que finalement, le désir, il est aussi très empreint de la pression qu'on peut se mettre, peut-être parfois de la peur qu'on peut ressentir avec la maladie, des désorganisations dans la vie, dans le couple, dans la famille. Donc comment on fait pour gérer tout ça? Voilà, on peut travailler sur plein de choses et travailler aussi sur les attentions au quotidien. Comment je fais pour refaire du lien avec mon ou ma partenaire dans le quotidien, même en dehors de la sexualité. Et nous, à Curie, on peut vous accompagner dans toutes ces démarches. Donc, comme le disait Olène, il y a des ateliers d'éducation thérapeutique qui sont proposés par l'UTEP. Ça commence toujours par un bilan éducatif en individuel. Donc, grâce à ce bilan, vous pouvez construire un parcours qui vous soit personnalisé et qui réponde à vos besoins sur le moment. Et puis, dans ce parcours, vous pouvez avoir accès à des ateliers. Donc, il y a des ateliers, comme l'a dit Olène tout à l'heure, sur le traitement anti-hormonal, comprendre ce traitement, aller un petit peu plus loin, et puis les effets secondaires. Il y a des ateliers, justement, spécifiques sur certains effets secondaires, comme celui sur la fatigue. Il y a des ateliers sur la douleur. Il y a des ateliers, justement, un atelier spécifique sur l'intimité et la sexualité. Je vais le développer dans un instant. Un atelier de danse-thérapie, des ateliers sur la nutrition. Bref, vous pouvez trouver plein de ressources collectives pour mieux comprendre ce qui se passe pour vous. Non, je le développe pas l'atelier, mais voilà, l'idée de l'atelier intimité-sexualité, c'est partager entre femmes sur finalement comprendre ce qui se passe, trouver des ressources, savoir comment agir sur les difficultés qui sont rencontrées. Si vous préférez l'individuel, on propose une consultation de santé sexuelle, donc à Paris ou à Saint-Cloud. Vous avez ici les adresses mail pour prendre rendez-vous. C'est ouvert à toutes les personnes suivies à l'Institut Curie. Vous pouvez venir seul
ou en couple si vous êtes en couple. La première consultation dure entre 45 minutes et 1 heure. Elle se fait en présentiel. Et puis après, éventuellement, on peut faire du suivi en visio s'il y a besoin. Et on peut aussi vous orienter en ville s'il y a besoin aussi. Et puis l'unité de psycho-oncologie, j'ai remis le mail du secrétariat si vous souhaitez prendre rendez-vous ici. Je vous ai mis aussi quelques ressources de trouver en ville des choses qui peuvent vous accompagner, notamment des associations de patients qui sont vraiment des ressources importantes dans lesquelles vous pouvez faire des liens, vous pouvez avoir des cafés d'échange, vous pouvez être en lien sur voilà, des rencontres, des moments de bien-être et finalement de partager ce qui se passe pour nous. Ça aide à vivre mieux ces moments difficiles. Donc, à retenir en conclusion de tout ça, c'est que la sexualité, elle change au cours de la vie, elle est très impactée par ce qu'on vit dans un quotidien, mais elle se construit, elle évolue et ça peut changer. Pour permettre la sexualité, il faut un environnement adéquat sur le plan relationnel, sur le plan individuel, comment je me perçois, comment je me sens, sur le plan de la physiologie, comment le corps fonctionne, et sur le plan du contexte dans lequel on est, le contexte de vie en général. Nos messages clés, c'est que vous n'êtes pas seul, vous pouvez vous faire accompagner, il faut oser en parler. C'est vrai que c'est un sujet qui est peu abordé, mais merci d'être connecté et d'entendre ce qu'on vous propose. Et donc voilà, nous on vous encourage à en parler, que ce soit en consultation dédiée ou avec tous les soignants que vous rencontrez, avec lesquels vous vous sentez en confiance pour aborder ces sujets-là. C'est pas une fatalité que d'avoir des difficultés. On peut vraiment agir dessus. Il y a plein de choses à mettre en place. On vous en a présenté juste quelques-unes, mais en réalité c'est très vaste. Et on garde un petit peu de temps pour les questions.